Bonjour, bonjour, bonsoir, on est presque en soirée, ravi de vous retrouver pour votre émission médicale mensuelle en collaboration avec la clinique Saint-Luc-Bouge. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va faire un focus sur les enfants. Donc voilà, tous les parents seront heureux parce qu'on va brosser assez large avec notamment un petit point magnétodermatologique mais surtout en plateau un gros point ORL avec le docteur Christine Lamarque. Bonjour, bonjour Christine. Bonsoir à tous et à toutes. Alors Christine, vous êtes chef du service ORL de la clinique Saint-Luc-Bouge et vous faites également partie de l'allergopole. L'allergopole, on dit plutôt comme ça. Oui, donc juste expliquer peut-être ce qu'est l'allergopole. Je présente juste, voilà. Oui. On va aussi faire un point allergique, évidemment, ce soir, avec vous, Xavier Van der Bremt, et vous faites également partie de l'allergopole et vous êtes pneumo-allergologue. Voilà, et donc l'allergopole, c'est une structure qu'on a créée il y a pas loin de 20 ans déjà, avec toutes les structures de la clinique qui s'occupent d'allergies, c'est-à-dire les dermatologues, on va en parler avec Bernadette Boire, les ORL, les pneumologues, on a une pédiatre aussi, mais qui n'est pas disponible aujourd'hui. On a une biologiste et donc on regroupe des gastro-entérologues, donc toutes les disciplines qui sont apparentées à l'allergologie et bien entendu que les enfants sont très concernés. Ben ça tombe bien parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait vraiment une émission spéciale enfants. Ça va être l'été et donc on va avec l'un et l'autre surtout se concentrer effectivement sur les problèmes qu'on peut avoir avec les enfants durant l'été. Donc on va parler piscine, soleil, allergies, etc., etc. Christine, vous avez proposé dès le départ de venir avec un petit module parce que finalement, on voit bien de quoi est constituée notre oreille externe. Mais là, on va avoir une explication sur l'ensemble du système auditif. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Oui, donc l'audition, oui, bien évidemment. Donc l'ensemble des parties de l'oreille participent à l'audition. Donc ici, on a trois zones au niveau de l'oreille. Donc l'oreille externe avec le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe. Conduit auditif qui va s'arrêter au niveau du tympan. Et donc le tympan qui va séparer l'oreille externe de l'oreille moyenne. Donc j'enlève ici le tympan et donc on découvre derrière l'oreille moyenne avec les trois petits osselets que tout le monde connaît, donc l'étrier, l'enclume et le marteau. J'aime bien quand vous dites ça, que tout le monde connaît. Oui, tout le monde connaît ces trois petits osselets. Ça, j'en suis persuadée. Et à l'arrière, donc l'oreille interne. Alors ici, on parlera moins ce soir de l'oreille interne parce que les pathologies de l'enfant, finalement, atteignent moins cette partie de l'oreille. Ce sera plutôt oreille externe et oreille moyenne. Et alors, où se situe la trompe d'Eustache ? Et alors, donc, la trompe d'Eustache ici. Donc, le rôle de la trompe d'Eustache, c'est d'amener de l'air pris à l'arrière du nez pour aller alimenter en air l'oreille moyenne. Donc là, on verra toute la capacité ou non de cette trompe d'Eustache à aller ventiler l'oreille moyenne et le rôle qu'elle joue, par exemple, lorsqu'il y a des différences de pression dans l'avion, en montagne, dans le TGV, enfin ça on en parlera plus tard dans l'exposé. Alors juste une petite question sur les explications. Le tympan, vous l'avez enlevé. Est-ce que le tympan est une membrane qui est à travers laquelle les choses peuvent passer ou pas? Alors le tympan normalement est une membrane qui est bien fermée. Donc on sait qu'on peut avoir des perforations de tympan pour différentes raisons. On peut également, au travers du tympan, aller poser des petits drains qu'on appelle les petits drains yo-yo, que l'on met parfois chez les enfants qui font à répétition des otites moyennes, donc du pus au niveau de l'oreille moyenne, avec une perte d'audition. Dans ces cas-là, il y a souvent indication de mise en place d'un drain transtympanique, donc petit tuyau là que l'on met au travers du tympan. Mais normalement, le tympan est une membrane bien fermée. Ok, super. Je propose qu'on le mette là sur la table, comme ça on continue à le voir. Ce beau module. Et on pense tout de suite, évidemment, été, enfant, on pense à la piscine, plus même encore la piscine que la mer, et on pense à l'otite, et on appelle ça en fait l'otite du nageur, c'est ça ? Alors, on appelle ça l'otite du nageur, plutôt l'otite du baigneur, parce que finalement, il ne faut pas spécialement nager dans la piscine pour pouvoir se surinfecter l'oreille. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en été, donc, les températures sont élevées. C'est vrai que les enfants ont des activités aquatiques fréquentes. Et donc, l'eau de piscine est une eau qui, normalement, est à des températures assez élevées. Et donc, c'est le milieu idéal pour le développement de bactéries qui vont pouvoir donc
contaminer l'eau et l'eau contaminée s'introduire par l'oreille dans le conduit auditif externe et de là y stagner et contaminer l'oreille. Donc voilà, et donc on a à ce moment-là le développement d'une inflammation, d'une infection au niveau du conduit. Donc l'otite du baigneur est une sorte, oui, d'otite externe. Donc en fait, on peut montrer où stagnent les bactéries. Donc l'eau rentre par ici, hein, oui. Donc par le conduit. Donc le conduit ici, c'est le conduit dans lequel vous mettez de temps à autre le coton-tige, oui. Hein, c'est tout. Et donc ça va rentrer dans le conduit. Le conduit est quelque peu angulé et donc l'eau va pouvoir y stagner. D'autant plus, et là on a quand même quelques parents qui viennent avec leurs enfants avant les vacances. S'il y a des activités aquatiques qui sont prévues, pour voir s'il n'y a pas de bouchon dans le conduit auditif externe. Donc ça, consultation chez le généraliste ou chez le spécialiste ORL. Okay. Pourquoi? Parce que si on a un bouchon qui se situe dans le conduit auditif externe, l'eau, il est souvent partiel, donc il obstrue en partie le conduit. L'eau peut passer de l'autre côté du bouchon et n'en ressort que difficilement et va stagner dans une partie du conduit derrière le bouchon et là, pouvoir surinfecter Ça, c'est intéressant. Après, bon, c'est peut-être encore difficile d'avoir un rendez-vous avant les vacances d'été chez un ORL, mais est-ce qu'un médecin traitant Est-ce qu'un médecin traitant peut, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, se disent, bah voilà, je pars dans 15 jours en vacances, c'est vrai qu'on peut vérifier s'il n'y a pas de bouchon. Est-ce qu'un médecin traitant peut faire ça, vérifier? Oui, le médecin traitant peut vérifier et peut également, par seringuage, donc à la seringue avec de l'eau tiède, mettre de l'eau dans l'oreille et provoquer c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas du tout. L'exérèse du bouchon. Est-ce que l'eau de mer peut aussi créer cette otite autant que... Parce que j'ai entendu une histoire de température, donc j'imagine que c'est moins dangereux. Voilà, moins dangereux dans l'eau de mer. Alors pourquoi? Parce que l'eau de mer n'est pas une eau immobile. Hein. Voilà, il y a quand même du mouvement dans l'eau de mer. Et donc les températures sont moins élevées et surtout la surface évidemment est beaucoup plus grande. Dans une piscine on a, je ne sais pas quelle surface d'eau, mais surtout pas mal de baigneurs qui y vont et qui n'ont pas tous une hygiène stricte. Donc, ça peut se passer d'ailleurs dans la piscine chez nous en Belgique aussi, oui, les petites piscines, parce que parfois elles sont justement encore plus petites. Tout à fait. Donc, tout à fait. Donc beaucoup moins avec l'eau de mer qu'avec l'eau de piscine, oui. Et alors comment est-ce qu'on peut identifier ça? Quelles vont être les plaintes de l'enfant? Alors les plaintes vont essentiellement être la douleur chez l'enfant. Alors pourquoi directement la douleur au niveau du conduit? Parce qu'en fait dans la peau du conduit auditif et surtout dans cette partie-là un petit peu plus interne, près du tympan, la peau est très très fine et est directement en contact avec l'os. Okay. Et donc on va avoir une douleur par inflammation, gonflement, on va avoir une douleur assez importante chez l'enfant. Et pourquoi est-ce que l'enfant est plus susceptible de faire cette otite que l'adulte? Alors l'otite du baigneur, on la retrouve également chez l'adulte. Là, il n'y a pas de souci. C'est plutôt l'otite qui atteint l'oreille moyenne qui sera plus fréquente chez l'enfant, mais que là, on voit peut-être plus dans les périodes hivernales et dans la période automnale, où là, l'otite moyenne est plus due à des sécrétions qui viennent du nez et qui vont aller se loger dans l'oreille moyenne et provoquer une infection de l'oreille moyenne. Donc, infection qui va se faire plutôt derrière le tympan. Okay. Et là, parce qu'un enfant se mouche souvent de façon moins efficace qu'un adulte. Donc apprendre à l'enfant à se moucher déjà. Apprendre à l'enfant à se moucher, bien sûr, pour éviter les rhinites, donc les rhumes, mais aussi les otites. Donc bien se moucher. Le bébé, bien évidemment, n'y arrivera pas, mais là, on l'aide. Un petit peu de sérum physiologique et une poire mouche-bébé pour évacuer les sécrétions, parce que ces sécrétions vont se retrouver à l'arrière du nez. Et la trompe de Stache, on l'a dit, véhicule l'air, mais véhicule tout ce qui se trouve à l'arrière du nez, bien évidemment aussi les sécrétions. Et donc chez l'enfant, en plus chez l'enfant, la trompe de Stache, donc chez nous, la trompe de Stache est plus ou moins inclinée. Chez l'enfant, elle est plus courte et rectiligne. Et donc les sécrétions pourront plus facilement passer de l'arrière-nez directement vers son oreille moyenne. Donc en prévention, allez d'abord chez l'ORL ou médecin traitant pour voir s'il n'y a pas un bouchon déjà. Bien se moucher, apprendre à l'enfant à se moucher. Est-ce qu'il y a d'autres gestes préventifs qu'on peut faire par rapport à cette otite du baigneur? Oui, bien sûr. Donc une fois qu'on a été à la piscine, l'idéal est de bien rincer
ce conduit auditif pour enlever l'eau de piscine qui pourrait y être restée. Et donc la meilleure façon de le rincer, c'est à l'eau claire. Alors c'est pas toujours évident directement à la piscine parce que les douches de la piscine sont plutôt des jets qui coulent directement. Donc ici, il vaut mieux prendre chez soi le pommeau de douche et bien rincer ses oreilles et l'oreille des enfants. Une fois que c'est bien rincé, donc assécher le conduit, soit avec un linge propre, soit avec un coton-tige. Donc on peut utiliser le coton-tige, hein, malgré tout ce qu'on dit. Il n'y a pas de problème pour le coton-tige. Il ne faut pas l'utiliser trop souvent pour ne pas provoquer l'accumulation de cérumen. 2 fois par semaine, c'est l'idéal. Maintenant, si on va à la piscine tous les jours, on le fait tous les jours pendant les vacances. Pendant les vacances, aucun problème avec ça. Il n'y a pas de souci. Et alors, si on a quand même une otite, là, il faut consulter un médecin sur place alors en vacances? Voilà, on peut consulter un médecin généraliste. Hein. Le médecin généraliste sait faire le diagnostic d'une otite. Voilà, souvent, ce que l'on met, c'est des anti-inflammatoires, donc pour l'otite externe, hein, donc anti-inflammatoires, des gouttes, éventuellement des gouttes antibiotiques localement dans le conduit. Si ça n'évolue, et 5 jours sans piscine, si ça n'évolue pas bien, éventuellement voir un spécialiste ORL et la prise, bien souvent alors d'antibiotiques à prendre péros, donc par la bouche. On en parlera après, peut-être. Enfin, non, on va en parler tout de suite parce qu'on avait parlé des allergies, mais puisqu'on est là-dessus, est-ce que mettre des bouchons, ça sert à quelque chose? Alors, mettre des bouchons, pas vraiment. Donc là, le bouchon, bien souvent, n'est pas tout à fait étanche. Ça dépend un petit peu de la matière du bouchon, mais il peut aussi rester humide. Et c'est pas l'idéal. Donc le mieux, on peut mettre des bouchons. Maintenant, si on met des bouchons qui sont bien faits sur mesure, comme on dit, donc vraiment à la forme du conduit, on le fait rarement, mais ça peut se faire. De toute façon, on sort de la piscine, on enlève le bouchon, on rince l'oreille. C'est quand même beaucoup mieux. Ok. Alors, comme cette émission, c'est aussi une émission pour que les gens puissent poser leurs questions directement aux spécialistes en plateau, plutôt que d'aller voir sur un moteur de recherche, on leur suggère toujours déjà de mettre leurs questions en dessous de l'annonce de l'émission. Et là, justement, je vais mettre mes lunettes pour... je vois ici que Alex nous explique, mais là, c'est dans le cas d'un enfant qui a des drains, qu'il a acheté en fait un bandeau Kies, donc ça c'est une marque de bouchon, hein, et dit franchement top et très bonne alternative aux bouchons. Mais bon, là c'est en plus dans le cas de drains, donc qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans le cadre de drains, et je pense que là, tous les ORL sont d'accord, on ne met pas la tête de l'enfant dans l'eau. De toute façon. Donc, de toute façon. Pourquoi? Donc, le drain, c'est un petit tube, un petit yo-yo, qui va donc être mis en place en faisant une petite incision donc, au niveau du tympan. Donc, on fait une petite incision au niveau de la partie du tympan. On passe le drain dans cette incision et donc le drain met en contact l'oreille externe, donc le conduit auditif, avec l'oreille moyenne. Donc ça veut dire que l'enfant met la tête dans l'eau, il y a un passage direct du conduit auditif externe directement dans l'oreille moyenne avec risque d'otite de l'oreille moyenne. Otite d'oreille moyenne veut dire qu'il y a des sécrétions abondantes qui vont s'y former, sécrétions purulentes, qui vont essayer de sortir évidemment par le drain de cette oreille moyenne qui sera sur pression et donc peut expulser le drain. Donc ce qu'on préconise en général, c'est de toute façon pas la tête de l'enfant dans l'eau. Maintenant, si l'enfant est sous surveillance, et ce qui arrive quand même souvent d'un adulte lorsque l'enfant est dans la piscine, oui, il peut nager éventuellement avec les petits brassards, la bouée pour laisser la tête hors de l'eau. Et alors, dans ces cas-là, vraiment, pour s'assurer qu'il n'y ait pas du tout d'eau qui passe au niveau du drain, soit le bandeau, soit un petit bonnet sur la tête. Okay. Mais en tout cas, pas de plongeon et pas de tête dans l'eau, même si on a le bonnet, le bandeau, les bouchons, voilà, il vaut mieux pas. Oui. Et le bandeau peut servir alors dans le cadre où on n'a pas de drain? Oui, aussi. Hein, le bandeau peut être mis. C'est une bonne alternative. Oui. Maintenant, vous plongez avec le bandeau est humide, il se mouille et l'eau rentre quand même dans les conduits. Hein. Mais c'est vrai qu'un enfant qui a des drains et on sait qu'il a la tête hors de l'eau, on peut mettre un bandeau pour être certain qu'il n'y ait pas du tout d'eau qui passe dans le conduit.
Voilà, c'était très intéressant déjà. On va parler allergie avec vous, Xavier, et notamment, puisqu'on vient parler de l'eau de mer et de l'eau de piscine, est-ce qu'il existe des allergies? Est-ce que l'eau de mer et l'eau de piscine sont nocives ou pas pour la peau? Bien, donc en fait, parlons d'abord de l'eau de piscine. Donc le problème de l'eau de piscine, c'est toujours le chlore dont on parle. Alors en piscine couverte, ça va beaucoup mieux qu'avant parce que les dosages de chlore sont faits de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus filée maintenant qu'il y a 10-15 ans, quand parfois l'enfant qui allait à la piscine le mercredi matin, il avait les yeux tout rouges et celui du mardi soir n'avait rien parce qu'on avait balancé le chlore en une fois pour la semaine. Ça veut Donc tout maintenant, dire. c'est bien plus monitoré et c'est beaucoup mieux. Et puis la ventilation aussi. En piscine extérieure aussi, évidemment, il y a du chlore. Le chlore, c'est un irritant, c'est pas un allergisant, donc on ne peut pas être allergique au chlore. Mais en tant qu'irritant, il peut irriter la peau. C'est vrai, et donc là, on revient à ce qu'on disait déjà pour les oreilles. Quand on sort d'une piscine, et que ce soit d'une piscine ou de l'eau de mer d'ailleurs, l'idéal, c'est de se rincer, d'avoir soit une douche sur place, soit la douche de la maison. C'est vrai aussi pour la peau, bien entendu. Et le chlore peut aussi donner de l'asthme, mais ce n'est pas par allergie. Donc, et il faut des heures et des heures de présence, surtout en milieu fermé, parce que ce qui est toxique, ce sont ce qu'on appelle les chloramines, c'est-à-dire des substances chimiques qui se créent disons, au contact de la sueur, et donc des substances biologiques, l'urine aussi, et du chlore. Et ça provoque ce qu'on appelle des trichloramines, qui sont des substances toxiques qui sont surtout présentes dans les 10 cm au-dessus de l'eau. Okay. Donc c'est en nageant vraiment à surface de l'eau forcément qu'on risque le plus d'en avoir. Maintenant, 1 heure de piscine par semaine, toute l'année, aucun problème que ce soit pour un enfant ou pour un adulte. Mais les vacances, ça peut être des heures. Les vacances, ça peut être tout le temps et ça peut être irritant. Mais en milieu extérieur, c'est quand même beaucoup moins concentré. Donc les chloramines et l'asthme de la piscine, franchement, c'est plutôt en piscine fermée qu'en piscine ouverte. On pourrait imaginer que l'eau de la mer est bonne pour la peau? Oui, alors l'eau de la mer, alors ça c'est assez curieux, mais ça se voit souvent. Les enfants qui ont un eczéma relativement sévère et qui arrivent à la mer, les premiers jours, ça pique, ça gratte, ils pleurnichent, ils gênent, etc. Et en fin de vacances, ils ont une peau de bébé, une peau splendide. Enfin, les peaux de bébé, c'est pas toujours splendide. Mais ils ont une peau toute lisse, une belle peau, une peau de pêche. Voilà. Pourquoi? Parce que le sel et le sable, ça reste quand même un irritant. Mais le sel, c'est aussi un antiseptique. Et comme l'eau de mer est bien plus salée que du sérum physiologique, il y a aussi un aspect un peu abrasif, un peu antiseptique qui fait que quand ils ont le courage de passer au-delà du stade où ça pique, quand ils vont dans l'eau de mer, eh bien après ça fait du bien. Sachant qu'en plus le soleil fait plutôt du bien à la peau atopique aussi, en général. Ça c'est très intéressant de le dire parce que donc ça veut dire que les parents ne doivent pas s'inquiéter si l'enfant dit que ça pique quand il va dans l'eau de mer. Oui, maintenant un enfant qui arrive avec une peau vraiment gercée, abîmée, presque saignotante, etc. Oui, ça, il faut faire bien entendu, cet enfant-là, il faudra plus que 15 jours de vacances pour guérir une peau pareille. Mais une peau sèche qui picote un peu au début, où l'enfant se gratte un petit peu, à surveiller dans les 2-3 premiers jours. Mais après, souvent, en eau de mer, ça va mieux. Et le sable? Est-ce qu'on peut faire une allergie au sable? Alors non, pas d'allergie non plus. Bon, il y a des petites bestioles qui piquent dans le sable, hein, ça oui, de temps en temps. Hein. Des petites... puces de sable? Oui, des puces de sable notamment, des petites bestioles peu visibles qui peuvent donner effectivement des petites démangeaisons et des... C'est pas forcément des piqûres ressenties parce que comme il y a l'eau, il y a le sel, il y a le sable et tout, on ne ressent pas forcément la piqûre. Alors là, ce sera surtout les zones qui ont été vraiment en contact direct avec le sable. Sinon, le sable lui-même, oui, sur une peau blessée, ça va être un peu irritante aussi. Donc nouveau. Toujours la même chose. Une douche, de préférence même sur la plage avant de partir, c'est l'idéal. Alors moi, je vous propose d'écouter un petit peu ce que les parents sortis de l'école, c'est Nicolas qui est allé à leur rencontre, font déjà en prévention ou sur leur lieu de vacances par rapport notamment aux problèmes ORL. Voilà Corinne, on est à Malone, devant l'école fondamentale Saint-Berthouin. On va aller à la rencontre des parents pour voir s'ils ont pris leurs précautions pour cet été, pour protéger leurs enfants de problèmes ORL ou des allergies. C'est parti. Alors bonjour, aujourd'hui on parle de problèmes ORL chez les enfants et de problèmes d'allergie. Est-ce que votre enfant a déjà peut-être des problèmes ORL au niveau des oreilles, au niveau... Non, à ce niveau-là, non. Alors ça va être les vacances. Est-ce que vous prenez des précautions particulières quand l'enfant va dans l'eau? Honnêtement, non. Non. C'est à la maison, la piscine. Au niveau des allergies, au niveau du soleil, etc., vous faites quoi en particulier? Beaucoup de crème solaire parce que par contre, ça, oui, elle est origine, elle se sent vite mal. Ok. Autre question aussi, au niveau des lunettes de soleil, pour les yeux, est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou... Oui, elle en a quand il y a elle a des lunettes de soleil? Correcteur en même temps. Ok, très bien. Oui, mon fils a eu des soucis au niveau allergie et au niveau ORL, il est suivi tout le temps. ORL, en fait, il est suivi en type 8. Donc, en fait, il a un suivi ORL pour l'audition.
essentiellement. Et étant donné qu'il a une colopathie, également pour la respiration. Ça va être la période de vacances. Vous prenez des précautions particulières en lien avec... Il a un puff tout le temps de Ventolin. Donc en cas de crise, il a un Ventolin. Et sinon, le suivi habituel et sous surveillance, quoi. Et du coup aussi, est-ce que la ventilation a un impact sur son souci? On doit éviter également tout ce qui est air froid trop important parce que pour lui, la respiration peut être vite touchée. Ou plutôt casquette ou bob pour... Ça dépend. Ah. En général, il a une casquette pour l'école. Voilà. Par contre, il a aussi un visuel. Donc pour quand on est à la plage, ce genre de choses, c'est plutôt un bob pour bien cacher. C'est ça. Voilà. Je voulais exactement que vous répondiez. Voilà. Ils ont des problèmes en plus d'odorel, donc s'ils vont à la piscine et tout ça, on leur met des bouchons. Sinon, et allergie, ils n'en ont pas, donc j'ai de la chance. L'auditif, c'est très important. C'est ça. En plus, vous avez déjà donné un élément, c'est les bouchons dans la piscine, parce que c'est vrai que ça protège. Et est-ce qu'au niveau de la ventilation, vous faites aussi attention ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Non. Par rapport la protection de la tête, casquette, ou bob. Parce que, alors je sais pas si vous saviez, mais les bobs, ça protège pas. Forcément, ça protège plus du coup les oreilles. Oui, c'est vrai. Effectivement, oui. Ok. Précaution pour le soleil, voilà. Bien hydrater, bien hydrater la peau et tout ce qui s'ensuit parce que c'est nocif le soleil pour. Tout à fait. Et ça, c'est un très bon numéro. Pour ne pas que les enfants soient embêtés. Et au niveau des oreilles et de l'eau, vous faites rien en particulier? Si j'ai un petit-fils qui a des drains. Est-ce que vous protégez au niveau aussi du soleil? Vous mettez casquette. Et bien s'hydrater. Bob. Oui. Les bonnets, les fameux bonnets ronds. Nous, ils mettent souvent des casquettes maintenant, les gens. On fait une petite armoire à pharmacie qu'on met dans un sac, qu'on met dans la valise, oui. Hormis ça, rien d'autre. Par exemple, quand ils vont dans l'eau, vous ne faites pas peut-être mettez des bouchons, ce genre de choses? Non. Ils sont peut-être pas sensibles non plus. Non, pas du tout. Au niveau de protection de la tête? Une casquette. Plutôt une casquette. Crème solaire pour le soleil, et c'est tout. Au niveau des yeux aussi, les lunettes de soleil. Lunettes de soleil, vous en mettez? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous mettez des lunettes bon marché, quand je veux dire, ou vous mettez un peu plus de prix? Non, on met les lunettes qu'il faut pour pas que les UV transpercent. Voilà. Je sais qu'il y a un truc de UV, et je sais qu'on a été chez l'opticien, il nous avait expliqué qu'il y avait ce système de UV, il faut faire attention, donc on prend cela, on ne les prend pas n'importe où. Bon voilà Corinne, comme tu l'as vu, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont des problèmes soit d'allergie, soit des problèmes ORL, mais on se rend compte que les parents savent quand même quoi faire, surtout pour cet été. Mais par contre toi Corinne, j'aimerais bien savoir si ta maman elle te met un petit bob ou une casquette, j'aimerais bien savoir ça. Eh bien, Nicolas, je ne mets pas de bob, et pas de cassette non plus d'ailleurs. Je suis peut-être pas un bon exemple, mais bon. Voilà, c'est intéressant de voir. Les gens ne sont pas toujours nécessairement au courant. Hein. Non, mais globalement, les enfants sont bien protégés. Oui, le principal, c'est quand même lunettes solaires, casquettes, crème solaire. Par rapport au soleil, oui, pour le effectivement. Reste, les bouchons, finalement, les bouchons au pour niveau la ORL, piscine. ça ne donne quand même généralement que de petits bobos. Hein. Donc ça peut ternir évidemment les beaux jours de vacances en famille, mais en général, ce sont quand même des soucis sans de grosses complications. Donc oui, c'est normal, je dirais, que tous les enfants ne vont pas nager avec un bandeau sur la tête. Oui, c'est ça, on part du principe que... quand ça arrive, ça arrive, mais normalement, ça ne devrait pas quand même... donner de complications graves. Quoi, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on y pense un peu moins. Alors, allergologue, ORL, rhinite allergique, rhinite non allergique. On va commencer par la rhinite allergique. Voilà, donc effectivement... Comment différencier les deux déjà? Voilà, on fait souvent du ping-pong avec les ORL parce qu'on voit des patients qui ont des symptômes similaires, ils ont des nez bouchés, ça c'est commun. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Et puis je te laisserai compléter. Hein. Donc ceux qui arrivent plutôt pour des allergies, ce sont des rhinites qui chatouillent, qui éternuent et qui chatouillent au niveau du nez. Au niveau du nez, donc c'est des démangeaisons nasales, des éternuements et le nez qui coule clair comme de l'eau, donc une rhinorrhée aqueuse, et qui chatouille, et bien souvent aussi de la conjonctivite, c'est-à-dire les yeux qui piquent ou qui chatouillent, un peu comme une impression de sable dans les yeux. Tandis que, je dis comme je le vois chez moi, tandis que quand ce sont des rhinites à prédominance non allergique, l'obstruction nasale elle persiste, on peut avoir des douleurs, et notamment des douleurs dans les sinus, Christine connaît ça mieux que moi, et quand ça fait mal, c'est jamais allergique. Ça c'est peut-être quand même à retenir, que ce soit pour les oreilles, pour le nez, pour les sinus, si ça fait mal, ou la gorge qui fait mal, c'est pas allergique. La gorge qui gratte, qui chatouille, on a envie de racler, ok, peut-être, mais pas si ça fait mal. Ok. Et qu'est-ce qui peut provoquer une rhinite allergique? Donc on va parler surtout de la période actuelle du coup. Oui. Donc à cette période-ci, on est encore dedans, ça se termine tout doucement, mais on est en plein dans la saison des pollens de graminées. Les graminées, c'est toutes les mauvaises herbes qui poussent au bord des chemins, tout ce que les fermiers ramassent et récoltent pour nourrir leurs bêtes. Ça, ce sont les graminées. Donc toutes les mauvaises herbes qui poussent joyeusement et qui donnent des petits épis. Il y a 12
ou 13 variétés de graminées en Belgique qui donnent toutes à peu près les mêmes pollens et donc les mêmes symptômes. Et ça commence en général vers fin mai et jusqu'au début juillet. En général, je dis aux gens, le mois de juin, c'est le pire. Et comptez quand même que de mi-mai à mi-juillet, c'est la grosse saison. Okay. C'est une saison bientôt en dehors. Et ça dépend évidemment de la météo. Plus il fait sec et plus il y a du vent, pire c'est. Et quand il pleut, les pollens tombent au sol. Mais il faut se méfier de ce climat belge avec soleil-pluie, soleil-pluie, où le soleil, les pollens volent, pluie, ça retombe, les gens oublient ou arrêtent leur traitement. 2 jours après, il fait de nouveau beau, ils ne sont pas protégés parce qu'ils n'ont pas pris leur traitement. Ils sont chaque fois en retard d'une guerre. Donc ça, c'est ce qu'on a eu notamment cette année-ci en juin. Plus maintenant, évidemment, c'est la canicule. Et qu'on a eu l'année passée aussi. Et préventivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors préventivement, mais on peut faire le lien avec ce qui vient d'être dit. Les lunettes de soleil, par exemple, pour protéger les yeux, c'est pas mal. Il y en a même qui tournent de la pelouse avec des masques de plongée. Ok, ça c'est quand ils sont vraiment très atteints, mais bon, voilà. Des masques chirurgicaux aussi, ça pour parler de ce qu'on a un peu vu depuis le Covid. On a vu des gens, et c'est pas une mauvaise idée en fait. Les pollens sont beaucoup plus gros que des virus. Donc les masques chirurgicaux protègent parfaitement le nez, pas les yeux évidemment, contre les pollens. Donc on en a qui sont très allergiques et qui tournent de la pelouse avec un masque de type chirurgical. Et des lunettes de plongée. Voilà, mais ça choque beaucoup moins qu'avant. Ils se cachent derrière les... on ne les voit pas, ceux-là. Oui, voilà, ils sont cachés derrière Et donc, ça, c'est au niveau préventif physique. Alors, simplement, quand on est... Évidemment, il y a le traitement médicamenteux, mais on peut en reparler au cas où. Mais sinon, au niveau des précautions, il y a aussi le fait qu'il y a des centaines de grains de pollen qui peuvent s'accumuler dans les cheveux sur une journée pollinique et que donc, rincer au moins les cheveux à l'eau le soir, c'est une très bonne idée pour ne pas emmener des centaines de grains de pollen sur son oreiller et d'avoir encore des symptômes pendant la nuit du coup. Du coup, prendre sa douche le soir quand même et ne pas aller se coucher avec les vêtements qu'on a mis la journée. Voilà, c'est ça. Ne pas non plus faire sécher le linge, surtout le linge de lit dehors, les draps de lit, les pyjamas, même si on en met moins en été. Ça, c'est le genre de truc où le contact est très étroit pendant toute la nuit. Fermer la fenêtre. Alors, si on ventile, il vaut mieux ventiler. Voilà. Si on ventile, il vaut mieux ventiler au petit matin, quand il n'y a pas de vent. Ou le soir quand il n'y a plus de vent, mais pas en pleine journée. Souvent, le matin, on peut avoir ce qu'on appelle la brise matinale, mais on a quand même souvent des moments le matin où il n'y a pas de vent. Le mieux, sinon, c'est souvent de ventiler le soir. Je ne sais pas si toi tu dis... Oui, c'est ce que je dis aussi aux patients. À partir de 5-6 heures, souvent, il y a moins de pollen déjà parce qu'ils sont sortis et puis ils sont retombés. Donc la nuit, on peut laisser la fenêtre ouverte. Oui, tout à fait. J'imagine que la moustiquaire qui ne laisse pas passer les moustiques laisse passer le pollen. Oui, mais il y a des moustiquaires spéciales anti-pollen qui sont plus opaques, malheureusement, qui ont des pores beaucoup plus fins. Il existe des tissus moustiquaires qui ventilent, mais qui retiennent les pollens. Le principe des filtres à pollen de voiture. Oui, de voiture. Je fais un petit bond en arrière, mais à mon avis, c'est peut-être aussi de l'ordre de l'ophtalmo. Pas d'allergie oculaire au chlore? Non, c'est encore une fois un irritant. C'est une irritation, ok, oui, parce qu'on était plutôt dans la sphère ORL. Donc voilà, du coup, il y a des patients beaucoup plus sensibles que d'autres au chlore. Hein. Mais c'est quand même plus souvent la concentration en chlore dans une piscine et le temps qu'on y passe. Et le fait de nager les yeux ouverts aussi, parce qu'il y en a qui nagent les yeux ouverts. C'est plutôt ces éléments-là qui jouent, oui. Et on peut toujours aussi mettre, on ne l'a pas dit, mais un pince-nez, peut-être des lunettes aussi pour... Le pince-nez, oui, le chlore peut être un peu irritant pour la muqueuse du nez, mais... en général, je ne parle pas trop de pince-nez. Maintenant, des lunettes, un masque, oui, pour les yeux, pour les gens qui sont fort sensibles. Mais je trouve, nous, on n'a pas beaucoup de retour, en tout cas, de ces symptômes-là pendant les vacances ou après les vacances. Maintenant, c'est peut-être plus les ophtalmos qui voient évidemment les yeux irrités. Mais le pince-nez, pas spécialement. Non, et je complète tout à fait ce que tu dis en disant que c'est parfois très utile de pouvoir souffler l'air par le nez quand on est dans l'eau pour faire l'équilibre de la trompe de Eustache. Et avec un nez bouché, on ne sait plus le faire. Il vaut mieux bien respirer par le nez. Ok. Oui. Évidemment, quand on est dans l'eau, on va souffler et pas aspirer. Oui. Et n'oublions pas que l'enfant respire essentiellement par le nez quand même aussi. Ok, plus que nous. Donc, oui. D'accord. Il est plus handicapé par un nez bouché que nous adultes. Tout à fait. Oui. Ok. Rhinite allergique, rhinite non allergique, est-ce que c'est la période? Pas spécialement. Alors oui, ça peut être la période parce que rhinite non allergique, donc dit facteur quand même extérieur irritant, et on les retrouve par exemple, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans les conditionnements d'air ou dans avec les ventilateurs. Donc le conditionnement d'air, ça va assécher l'air, ça va rendre l'air plus froid, mais aussi donc l'assécher, et donc la muqueuse du nez va être également asséchée
empêcher. Et au niveau protection, donc l'effet protecteur de la muqueuse du nez va être je sécrète plus. Et donc on va être ennuyé par une sécrétion plus abondante au niveau du nez, donc le nez qui coule et le mouchage. Et donc voilà, donc ça peut faire partie des rhinites non allergiques. Donc là, faire attention. Maintenant, je pense qu'il y a des humidificateurs qui peuvent être branchés sur des systèmes de conditionnement d'air, par exemple, que l'on met dans les maisons. Mais l'enfant est en contact quand même avec ce genre de ventilation dans la voiture de papa-maman ou éventuellement à l'étranger dans la chambre d'hôtel. Est-ce qu'on doit proscrire l'air conditionné ou pas spécialement? Non, je pense qu'il faut que les filtres, mais ça c'est peut-être plus... que les filtres soient bien traités et entretenus. Et, ça, c'est pour les aussi, allergies, du coup. Donc, pas que. Non, les moisissures pas que. aussi, hein, oui. les moisissures ou d'autres. Oui, hein, ça peut véhiculer des spores, des moisissures, du pollen aussi. Oui. Mais enfin voilà, donc même en dehors de l'allergie, oui, ça peut être vraiment irritant. Et alors, je pense aussi, il faut faire attention, évidemment, de ne pas mettre un air trop froid non plus. C'est quoi la bonne marge par rapport à l'extérieur? Ce qu'on préconise pour la plupart, c'est de ne pas excéder une différence de température extérieure intérieure de 5 degrés. Okay. Et si la température extérieure est au-delà de 30, ne pas diminuer la température intérieure en deçà de 21 degrés. Ok. C'est ce qui est... Oui, tout à fait d'accord. Quand il y a vraiment des extrêmes, on peut faire 10 degrés d'écart, mais certainement pas plus. Oui. Mais quand il y a 27-28 dehors, une clim à 22, s'il en faut une, parce que voilà. Oui, c'est peut-être pas nécessaire à ce moment-là. Voilà. Mais bon, c'est vrai que là, on va peut-être connaître des 33, 34, 35 degrés. Oui. Là, on peut aller jusqu'à 25, quoi. Voilà. Pour climatiser une voiture, je dirais, s'il y a 35, 38 dehors, il faut essayer de ne pas mettre moins que 25, 26 dans l'auto, quoi. Oui. Encore une petite chose pour compléter ce que tu dis, mais je suis totalement d'accord, évidemment. C'est que les allergies mal soignées, ça s'infecte. Et que donc, ceux de mes allergiques qui n'ont pas le bon traitement ou qui ne l'ont pas pris à temps, ils peuvent arriver chez Christine avec une sinusite, par exemple, qui est une complication, qui est une surinfection de leur sécrétion allergique, qui au départ était stérile, en tout cas pas contaminée par des microbes pathogènes, et qui vont commencer à avoir le nez qui coule jaune, coloré, et des douleurs. Et à ce moment-là, c'est chez l'ORL parce que ça devient infectieux. Donc, ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec quelque chose d'infectieux, mais qui à la base était allergique. Oui, tout à fait. Allergie, inflammation, infection. Il faut savoir aussi que chez l'enfant, les sinus sont moins séparés du nez que chez l'adulte. Donc l'adulte, par exemple, a ce qu'on appelle des ostias, donc des petites ouvertures entre les sinus et le nez qui sont de l'ordre du millimètre. Chez l'enfant, c'est beaucoup plus ouvert. Et donc un enfant qui va faire une rhinite éventuellement donc infectieuse, donc une inflammation du nez qui va aller vers l'infection, peut très vite faire un problème de sinusite, donc avec douleur, maux de tête, douleur au niveau des joues, etc. Oui. Voilà, alors on a parlé de l'air conditionné, il y a aussi le ventilateur. Et là, on pourrait se poser la question à la fois côté allergique, à la fois simplement côté ORL, en disant est-ce qu'un ventilateur doit aussi être bien, on pense aux allergies acariens, est-ce que ça n'augmente pas justement, est-ce que les pales doivent être bien nettoyées, etc. Enfin, l'un et l'autre, quoi. Je me dis, ça concerne un peu les deux, le ventilateur. Et du côté ORL, je pense que c'est exactement la même chose qu'une ventilation, ça va assécher, refroidir. Maintenant, du côté, je pense aussi que ça brasse l'air. Et voilà, donc, s'il y a du pollen, s'il y a des poussières, etc., ça va évidemment... Des acariens aussi, oui. Ça va en mettre un peu partout. Hein. Là aussi, c'est un truc qui ne doit pas être dirigé vers la personne. Pas droit devant et certainement pas pendant la nuit. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Ça peut donner de l'inconfort, un sommeil de mauvaise qualité, des réveils. Un ventilateur vraiment branché sur l'enfant, on dit comme ça, il va bien, aérer pendant la nuit. Non, éventuellement. Et alors, ça va brasser tout ce qu'il y a dans une chambre. Et dans une chambre, c'est plus des acariens que des pollens. Et donc, même en hiver, même en été, on peut avoir du coup un mix de choses qui vont circuler et qui ne devraient pas circuler à cette saison-là. Donc on évite le ventilateur complètement ? En tout cas, dans une chambre, je trouve que c'est vraiment pas l'idéal. Une chambre d'enfant, je pense qu'il ne faut pas. Dans une chambre adulte, en tout cas, pas située vraiment, pas dirigée vers
vers la personne. Et pas à grande vitesse non plus. Et pas à grande vitesse, ventilateurs notamment qui sont au-dessus de la tête, au plafond. Ça, c'est peut-être les moins néfastes parce qu'ils ne tournent pas très vite, ils sont hauts. Et c'est un brassage d'air du haut vers le bas. Donc du coup, comme ça va amener de l'air du plafond, c'est quand même pas là qu'il y a le plus d'allergènes. Et faire un courant d'air qui va faire comme ça sur les côtés, c'est beaucoup moins ennuyeux qu'un courant d'air latéral qui va faire circuler tout ce qu'il y a dans la pièce et qui est à hauteur de notre respiration. Il y a encore des choses à dire, mais je vous propose qu'on passe côté dermatologique, puisque le docteur Bernadette Blouard nous a fait un petit magnéto. Et elle va nous expliquer aussi justement la campagne cette année, vers qui elle était dirigée, vers les enfants justement, par rapport à la prévention pour le côté nocif du soleil. Donc on regarde ça tout de suite. Cette année, on a décidé de faire un focus dans nos campagnes quant à la prévention des cancers de peau sur la tranche d'âge 6 à 18 ans. Les enfants et les adolescents étaient encore dans des croyances erronées vis-à-vis de la protection solaire. Une enquête a été menée auprès de 4000 jeunes où finalement ils ont l'air d'un peu ignorer qu'on peut mettre de la crème solaire et en tout cas ne l'utilisent pas à bon escient et disent ne l'utiliser par exemple que pendant les vacances. Et donc toutes les activités d'extérieur, le sport, etc., ils ignorent qu'il faut se protéger, même en Belgique, et que c'est un soleil qui est dangereux et que les dégâts qu'ils vont avoir en étant tout jeunes, ce sont les cancers qu'ils risquent d'avoir plus âgés. Et notamment, ils ont aussi avoué, dans 70% des cas, développer régulièrement des coups de soleil. Alors cette année, notre campagne est donc destinée aux 6-18 ans et on demande l'aide des enseignants. Alors on s'est associé avec la Fondation contre le cancer qui a développé un matériel didactique mis à disposition des enseignants qui sont des jeux et des activités à viser prévention solaire. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour les enseignants qui nous écoutent de se documenter et d'essayer d'utiliser ce matériel parce qu'on a constaté que dans les écoles où le matériel a déjà été utilisé, 50% des enseignants restent par la suite plus attentifs, demandent aux enfants d'être à la récré plutôt à l'ombre, mettre leur crème solaire, mettre un chapeau, etc. Et aussi 50% des enfants qui ont reçu les conseils via l'école gardent ce côté on va faire attention et finalement sont peut-être plus attentifs que quand c'est papa ou maman qui le dit ou le docteur. Et donc le fait de le faire sous forme ludique à l'école, je pense, est d'un grand intérêt. Et oui, finalement, que doit-on faire sur le terrain? Ça va être l'été, ça va être les vacances, il fait déjà très beau en ce moment. Et donc il y a des mesures à inculquer aux enfants, même tout petits, qui sont finalement les mêmes que chez l'adulte. C'est porter un chapeau ou un bob et pas une casquette, puisqu'on sait que la casquette ne protège pas bien le bord des oreilles et que du coup c'est une zone où nous, des années plus tard, on voit beaucoup de cancers de peau se développer. Bien mettre aussi des lunettes de soleil, des vraies lunettes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on peut faire un cancer de l'œil, de peau dans l'œil, et donc c'est important de se protéger aussi au niveau des yeux. Et puis pour ce qui me concerne, être extrêmement vigilant quant à l'application de la crème solaire. On achète une crème de qualité avec un indice de 50. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça n'empêche pas de bronzer, mais ça empêche de brûler. Ne pas oublier de répéter les applications toutes les 2 heures, ce qui n'est pas gagné avec des enfants, surtout s'ils vont là maintenant partir au camp scout, etc., ou faire des matchs de tennis, ils vont pas arrêter après 2 heures en disant vite, vite, je remets ma crème. Et donc là maintenant, on insiste de plus en plus sur le port de vêtements anti-UV, parce que ce sont des textiles qui ont un maillage particulier qui correspondent également à un indice de 50. Ça ne remplace pas la crème solaire, mais ça la complète. Alors si malheureusement votre enfant développe néanmoins un coup de soleil, il faut évidemment proscrire le soleil, donc c'est plus de soleil pendant un bon moment. On peut utiliser des crèmes apaisantes, ça suffit souvent, même un bon baume après soleil. Et si les lésions sont plus importantes, souvent nous on prescrit des crèmes à la cortisone pour bloquer la réaction inflammatoire et pour que le coup de soleil ne se développe pas plus. Mais ce sont évidemment des comportements extrêmement dangereux parce qu'on sait que ce sont ces comportements-là qui mènent au développement de tumeurs au long terme. Voilà, c'est dit avec un grand sourire parce que... Mais il faut faire hyper attention. Hein. Les enfants, les bébés, c'est vraiment... ça peut être catastrophique. Je vais rebondir vers Xavier, qui est allergologue, en disant est-ce qu'on peut être allergique au soleil? J'imagine que oui. En tout cas, on nous
téléphone pour ça et on nous contacte pour ça. Je suis allergique au soleil, qu'est-ce que je dois faire? Bon, il faut savoir que le mot allergie recouvre toutes sortes de choses, évidemment, et qu'il est fortement galvaudé. Une vraie allergie solaire, au sens des allergies habituelles, non, parce qu'il n'y a pas d'anticorps que le corps fabrique contre le soleil. Okay. Donc, on devrait plutôt parler d'intolérance. Maintenant, il y a toutes sortes de formes d'intolérance au soleil. La plus simple, c'est ce qu'on appelle la lucite estivale bénigne, c'est-à-dire la LEB, comme on dit. Voilà, c'est quelque chose qui est très dermato, c'est une sorte de coup de soleil exagéré, et je pense qu'on peut dire, sans que Bernadette me contredise, on peut dire que c'est un peu une sorte d'épuisement du capital solaire, c'est-à-dire c'est la peau qui réagit de façon exagérée, avec des rougeurs, avec des petits boutons, des éléments plutôt punctiformes, sur les zones exposées. Alors après, il y a l'urticaire solaire. L'urticaire solaire, ça c'est quelque chose qui peut déborder les zones exposées, donc ça c'est déjà une réaction qui fait plus penser à une réaction de type immunitaire. Bon, évidemment, ça chatouille, donc les antihistaminiques vont fonctionner. Mais comme je le dis chaque fois, les antihistaminiques sont des antihistaminiques. On n'a jamais dit que c'était des anti-allergiques. En tout cas, ils ne font pas que ça. Ils soignent tout ce qui chatouille. Même les piqûres de moustiques, dont on parlera peut-être tout à l'heure, même le zona, la varicelle, tout ça, ça se soigne par des antihistaminiques quand ça chatouille. Voilà, donc dès que ça chatouille, les antihistaminiques sont utiles, même si ce n'est pas allergique. Et puis alors, vraiment, je crois que c'est ce qu'il faut dire, c'est que quand les réactions solaires sont vraiment trop pénibles, et moi je parle en termes de qualité de vie, je demande aux gens, tiens, sur une échelle de 0 à 10, si 10 sur 10 c'est la catastrophe totale au point de se tirer une balle dans la tête, pour les adultes, pour les enfants, je dis, au point d'avoir envie de leur fondre votre enfant, et si 0 sur 10 c'est tout va bien, je dis, vous êtes où sur cette échelle-là? Et s'ils sont vraiment très 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 accablés, il faut consulter. Et pour les problèmes d'intolérance solaire, il y a des traitements dermatologiques préventifs qui sont disponibles chez les dermatologues. Ok. En tout cas, moi je ne peux pas faire de test pour ça. Donc, ce n'est pas chez l'allergologue qu'il faut aller pour un problème solaire, c'est chez un dermatologue spécialisé. D'accord. Il y aura un côté héréditaire? Pas spécialement, à ma connaissance. Non, pas spécialement. Okay. Pour les allergies, bien, par contre. Hein. Pour les allergies, oui. C'est pas 100%, mais... On ne l'a pas cité, mais c'est parce que je sais que quand on en discute hors antenne, vous m'en parlez souvent de cette application qu'on peut... Pour les pollens? Oui, c'est ça. Ah oui. Donc, l'application officielle belge, c'est Airallergie, avec un Y.be. Airallergie.be. C'est une branche de Sciences Anno. Et c'est une application, on est chanceux en Belgique, parce que ça fait plus de 40 ans qu'on a des relevés polliniques, qu'on peut donc, qui permettent de voir peut-être quand même pas le réchauffement climatique sur 40 années, mais enfin, on voit quand même des choses. Et c'est mis à jour, en tout cas, la station de captage de Bruxelles, elle est mise à jour tous les jours. Donc, tous les jours, on a le taux de pollen de la veille. Mais on a des graphiques qui sont disponibles, soit sur internet airallergie.be, mais on peut télécharger aussi l'appli. Il faut bien prendre celle de Sciences Anno, donc airallergie.be, parce que c'est la source de toutes les autres. Partout ailleurs où vous avez des infos pollen, elles viennent de la source, mais avec souvent des interprétations qui sont fausses, style, aujourd'hui c'est un jour très pollinique parce qu'il y a des pollens d'ortie en masse dans l'air, alors que les pollens d'ortie sont totalement non allergisants. On dit, votre voiture est toute jaune. Ah oui, c'est les pollens, mais c'est les pollens de conifères au mois de mai, qui ne sont pas du tout allergisants non plus. Donc, tandis que sur cette appli-là, vous avez les commentaires correspondants. Alors, on a parlé des problèmes qui soient d'ailleurs ORL ou allergiques par rapport à la mer, mais parfois on part à la montagne, parfois on reste à la campagne. Et je vais d'abord rester sur le côté allergique. La campagne, les prés, etc. Les enfants peuvent jouer au jardin, dans les prairies, etc. Est-ce que ça peut aussi poser des problèmes allergiques? Oui, chez les enfants, on peut avoir ce qu'on appelle la dermite des prés. Ça, c'est quelque chose d'assez spécifique. Et en fait, ça peut être la première manifestation d'un rhume des foins. Ça, c'est peut-être intéressant aussi de le savoir. Vous avez un enfant qui est allé jouer dans l'herbe, qui évidemment a fait des cumulés avec ses petits copains, chose que les plus grands ou les adultes ne font plus. C'est peut-être pour ça que nous, on a beaucoup moins de dermite des prés. Et donc, ils reviennent avec quoi que, Christine, hein, avec nos petits-enfants, nous peut-être. Exactement. Voilà. Et donc, ils rentrent en pleurnichant parce que ça chatouille, parce qu'ils ont des lignes. Souvent, c'est un peu sous forme de lignes rouges qui chatouillent, qui gonflent, comme de l'urticaire. Et ça, c'est un peu les végétaux qui flagellent, ou la pelouse aussi, hein, qui flagellent la peau. Comme la peau d'un enfant est beaucoup plus fine et beaucoup plus perméable, ça peut donner des démangeaisons et des lésions, comme si ce pollen, parce que ce sont des éléments polliniques ou des éléments végétaux allergisants, qui dans ce cas-là passent directement à travers la peau. Et ça se soigne comme une urticaire, c'est-à-dire que là on prend des antihistaminiques aussi, mais ça peut être la première ou une des manifestations d'un rhume des foins qui soit est déjà présent et qui cette fois-là va se manifester sous forme du dermite des prés, soit qui commencerait comme ça. Mais ça c'est bien une allergie, hein, c'est pas une irritation. Ça c'est une vraie allergie. En tout cas ça mérite un bilan. Pantalon alors Oui, mais quand on va faire des cumulés dans la pelouse et qu'on est petit, bien souvent on n'est pas en pantalon. Bien entendu, en pantalon ce serait mieux. Et pas torse nu, mais
C'est la théorie, ça. Oui, ça c'est clair. Alors, on parlait de la montagne. J'imagine qu'il y a des problèmes oreilles qui sont spécifiques à la montagne. On pense à l'altitude. Alors oui, donc là c'est de nouveau donc au niveau de l'oreille qu'on risque, des problèmes, donc d'avoir un petit souci en arrivant à la montagne avec le changement d'altitude et donc changement de pression atmosphérique. Donc ça c'est un petit peu ce qui se passe aussi quand on prend l'avion par exemple, où là c'est plutôt la trompe d'Eustache qui va devoir bien jouer son rôle. C'est une question de pression. C'est une question de Pourquoi pression. certains ont mal et donc pas on d'autres? va avoir. Alors les enfants en général ont mal quand même parce que on est quand même, je pense, on a tous été témoins lors d'un décollage et surtout d'un atterrissage d'avion avec des pleurs d'enfants dans l'avion. Et en fait, ces pleurs sont dues tout simplement à une douleur d'oreille. Alors pourquoi une douleur d'oreille? Parce qu'en fait, donc au décollage, c'est dû à des changements de pression. En fait, donc je rappelle juste que la trompe d'Eustache est là pour réguler, pour égaliser plutôt les pressions extérieures, donc de l'air extérieur, et donc cette pression qui va être dans le conduit auditif externe avec la pression qu'on aura dans l'oreille d'air, dans l'oreille moyenne. Et donc en avion par exemple, l'avion décolle, on va avoir une diminution de la pression, donc diminution de pression ici dans le conduit, mais la pression d'air dans l'oreille interne restera la même. Oui. Donc là, la trompe d'Eustache, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va devoir brutalement enlever de l'air de l'oreille interne, de l'oreille moyenne, pour pouvoir égaliser les pressions de part et d'autre du tympan. Donc ça, elle le fait assez facilement. Le pire, c'est l'atterrissage. Pourquoi? Parce que là, l'atterrissage, donc notre oreille moyenne a été un peu sous pression puisque la trompe d'Eustache lui a pris de l'air, mais là, en une fois l'atterrissage, la pression extérieure va augmenter. Et donc, pour égaliser la pression extérieure et la pression dans l'oreille moyenne, la trompe d'Eustache, ce qu'elle va devoir faire, c'est amener une bonne quantité d'air à nouveau dans l'oreille moyenne. Et ça se fait beaucoup plus difficilement dans ce sens-là. Et donc, ce que l'on va avoir, c'est plus de pression dans l'oreille externe que dans l'oreille moyenne, avec un tympan qui va prendre cette pression et qui va venir se rétracter et s'accoler contre les petits osselets qui sont à l'arrière dans l'oreille moyenne, et ça va provoquer une... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va provoquer une douleur. Alors, ce que l'on peut faire, c'est essayer d'activer au mieux la trompe d'Eustache pour essayer qu'elle s'ouvre bien et qu'elle amène bien cet air dans l'oreille moyenne. Et là, ça va être bâiller, essayer d'avaler, faire cette fameuse manœuvre de Valsalva, donc expirer nez et bouche fermée. Peut-être plus difficile à faire chez l'enfant, mais ce qu'il faut faire de toute façon, c'est réveiller l'enfant. L'enfant ne doit pas rester endormi lors de l'atterrissage. Il faut le réveiller, éventuellement lui donner la tétine ou le biberon. Alors là, dans ces cas-là, donc par exemple le biberon, il va y avoir le fait de déglutition, le fait d'avaler qui va activer les muscles de la trompe d'Eustache, en fait, qui sont finalement amenés par la tension des muscles que l'on va provoquer dans l'élévation du voile du palais en avalant, mais aussi provoquer une mobilité du tympan par l'effet de succion. Un chewing-gum? Et donc un chewing-gum, oui, mais chez l'enfant, chez les plus grands. Mais donc là, chez les bébés, le biberon, c'est l'idéal, ou la tétine. Et donc, il faut absolument que l'enfant veuille bien prendre le biberon, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc prévoir un petit biberon de jus de fruits ou ce que l'enfant aime, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que ces problèmes-là, il peut y avoir des problèmes également dans le TGV. Alors, dans le TGV, on le voit, mais beaucoup plus rarement. Et en fait, c'est essentiellement quand le TGV entre dans un tunnel. Où là, dans le tunnel, on va avoir une grosse pression d'air à l'avant du train. Donc, cet air qui ne va pas pouvoir passer comme s'il était en dehors du tunnel sur les côtés. Et donc, très grosse pression d'air en avant. Forte variation de pression entre cet endroit-là où la pression est importante et le reste du tunnel. Et ça peut provoquer là une onde de pression. Et donc là, également, ça peut provoquer des douleurs, mais c'est temporaire, des douleurs au niveau de l'oreille. Mais sinon, un TGV qui roule en dehors du tunnel, normalement, ne provoque pas de gros problèmes au niveau des oreilles. Quand on va trop profondément dans la piscine aussi. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, oui.
Faut pas on va parler d'autres allergies maintenant, mais il ne faut pas qu'on oublie quand même la petite démonstration. Parce que vous l'avez déjà faite, elle est importante. Voilà. Parce qu'on ne va plus parler ni du nez ni des yeux. Pour bien mettre ses gouttes dans les yeux et pour bien mettre son spray dans son nez. Voilà, donc je vous offre mon petit scoop, mon petit truc pour le nez. Et il y en a d'autres techniques. Sinon, pour le nez, et c'est mon rhume des foins, moi qui m'a appris ça il y a déjà bien longtemps, je propose 4 étapes. Mais ça c'est vrai pour la plupart des produits liquides, pas oublier de secouer. Ce produit-là et les autres, non secoués, c'est comme de la gélatine à l'intérieur. Vraiment. Okay. Donc si on ne le secoue pas, il y a un petit truc qui sort là, mais qui ne va pas aller très loin. Donc bien 3-4 fois, c'est suffisant. 2, pencher la tête en avant, je dis bien en avant. Qui est déjà très étonnant. Ce qui est déjà surprenant. Il y a encore plus surprenant après. 3, pchit, pchit dans chaque narine en même temps, sans renifler du tout. Et sans boucher la narine. Pas tout de suite, après. Okay. Voilà. Donc, par contre, si on fait juste ça, pchit, pchit, et qu'on ne bouge pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça coule. Ça va couler. Pour ne pas que ça coule, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas renifler, on ne peut pas. Pas mettre la tête en arrière non plus. Pas se moucher, évidemment. Donc, on ferme. On ferme. Mais ça va très, très vite. 1, 2, 3, pchit, pchit, 4. Voilà. Et alors, bien étaler les gouttes sur les parois pour bien en mettre partout. Voilà, donc de cette manière-là, le produit est étalé sur une grande surface, il ne coule donc plus, et il va tapisser toutes les zones du nez, puisque le nez, c'est un tapis ciliaire, donc on va en mettre partout, et ça ne coulera pas. En plus, quand on a le nez bouché, qu'on prend des sprays qui débouchent le nez, mais quels qu'ils soient, même si on ne les aime pas, ceux-là, les vrais déboucheurs de nez, bon, finalement, quand on renifle, par où va passer le produit? Mais par les seuls endroits qui sont ventilés dans le nez. Si je renifle et que j'ai une partie de mon nez bouché, le produit va essayer de passer par un endroit qui n'est justement pas l'endroit le plus bouché. Ce n'est pas là qu'il doit aller. Idem pour les produits anti-allergiques. Donc voilà, c'est ce que je propose de faire. Moi, j'ajouterais juste ce que je dis à mes patients, donc correctement comme ça, et ne pas se moucher, et ne pas se moucher, ça leur semble évident, mais ne pas se coucher dans la demi-heure qui suit l'application du spray. Parce que bon nombre de patients, finalement, font le geste sur le bord du lit et puis se couchent et tout fuit dans la gorge. Donc, la sphère ORL est vraiment une grande communication entre toutes les voies c'est vraiment respiratoires. Une information, parce que déjà, tout est étonnant. La tête en avant, ne pas renifler, etc. Puis le faire au moins une demi-heure avant d'aller dormir et ne pas se moucher. On a moi, la première chose, c'est je mets le spray, je mets la tête en arrière, puis je me mouche. Et tout est dans le mouchoir. C'est tout faux. Voilà. Tout faux. 80% de perte. On peut se moucher quand même une demi-heure après. Oui. On peut se moucher surtout avant. Faut. Mais surtout, se moucher avant. Ben oui. Ah oui, mais pour évacuer. Après, il n'y a plus besoin. Normalement, il n'y a plus besoin. Oui, c'est ça. Si on pince bien le nez et que normalement, il n'y a plus besoin de se moucher. Ben voilà. Mais si jamais, pas avant une demi-heure de toute façon, oui. Moi, personnellement, j'avais tout faux. Après, j'avais déjà les petits trucs parce que, voilà, on l'avait déjà fait. Et puis, les gouttes dans les yeux. Alors, pour les gouttes je crois que j'ai tout faux aussi, donc... Voilà, on va voir. Donc là, par contre, il vaut mieux enlever ses lunettes. Ça, c'est quand même une première chose. Alors, les enfants, c'est toujours difficile, mais même chez nous adultes. Donc, je vais d'abord montrer pour nous adultes. Oui. Le problème, c'est souvent le même. D'abord, normalement, le petit bout ici n'est pas censé être touché. Oui, on touche le bout, on met des microbes dessus. Oui, évidemment. Donc, il y a des produits comme certains systèmes, comme celui-ci, qui peuvent rester bons pendant plusieurs mois. Parce qu'il y a un petit filtre ici dedans qui fait que les microbes rentrent beaucoup plus difficilement. Mais les autres produits classiques, les antibiotiques, la cortisone, tout ça, c'est 1 mois. Bon, si je suis adulte, je fais comment? Eh bien, je me mets comme ceci, droit. Je m'appuie. Comment est-ce que je dois me mettre pour la caméra? C'est là qu'elle est. Non, voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Je me mets comme ça. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Je vise le coin interne de l'œil. Et comme ça, je me mets vers le plafond. Et ça y est, elle est dedans, la goutte. Et puis je fais la poupée Barbie, c'est-à-dire je fais ça. Et vous avez visé quoi? Le coin interne de l'œil. Ok. Alors on peut le faire œil ouvert comme nous adultes, et c'est ce que je viens de faire. Ça, c'est un produit qui ne pique pas du tout d'ailleurs, anti-allergique. Voilà. Hop. Et c'est tout, voilà, la goutte est dedans. Et bien faire la poupée Barbie. On fait comme ceci, voilà. ou faire le papillon, comme on peut dire aux petits-enfants. Oui. Voilà. Ça, c'est pour nous adultes. Alors, pour les enfants, on peut faire la même chose. C'est très difficile souvent chez les enfants. Donc, je conseille à la maman de mettre l'enfant couché, ou en tout cas la tête bien comme ceci, de laisser l'enfant fermer l'œil, il peut fermer l'œil comme ceci, de déposer une goutte dans chaque coin d'œil, et après de faire le papillon comme ça, touc, 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 touc. Ah
oui, donc, d'une part, l'enfant ne sent pas la goutte qui va dans l'œil. D'autre part, comme nous, Indo-Européens, en tout cas, comme nous les Européens, on a un petit creux là. Ce n'est pas le cas dans toutes les races. Hein, chez les Asiatiques, il n'y a pas de creux. Le visage n'a pas la même forme. Donc, ce n'est pas aussi facile dans certains cas. Mais en général, nous, on a un petit creux là. Une petite, voilà, on peut faire une petite flaque à cet endroit-là. Donc, une fois que la goutte est, mais en position couchée, est ici et là, on dit à l'enfant, il reste couché, il fait touc, 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 touc. Donc, le liquide a le temps de se réchauffer, déjà. Et en plus, l'enfant n'a pas senti dans l'œil puisque c'est arrivé sur sa paupière, touc, touc, touc. Et on n'a pas touché ni les paupières, ni autre chose avec ceci. Et en plus, on n'a pas perdu une goutte sur la joue, ce qui arrive, Corinne, bien souvent, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Au prix que ça coûte. Exactement. Bien. Bon, ben voilà, merci pour ces démonstrations. Voilà. L'été, c'est aussi les insectes. Les moustiques, est-ce qu'on peut avoir des allergies aux moustiques ou à un autre insecte? Voilà, très bien. Alors, donc là, il reste un tout petit peu. Donc là, j'ai pas de mouchoir avec moi. Mais donc, sinon, quand on a fait la goutte, on peut juste essuyer l'excédent comme ça avec un petit mouchoir, mais il y a largement assez pour aller dans l'œil. Bon, alors, première chose, si la personne, et c'est arrivé encore aujourd'hui, si la personne a une dose, comme ils disent, parfois des placards comme ça, qui fait penser à une piqûre d'insecte et qu'elle n'a rien senti, c'est un moustique, dans tous les cas. Il n'y a pas d'exception. Ok, voilà. C'est facile. Rien senti. Voilà. Les guêpes, les bourdons, les abeilles, les thans, les guêpes, bourdons, abeilles, thans, voilà, et les araignées dans une certaine mesure, mais c'est quand même très rare. Ça fait mal. Donc on ne peut pas rater une piqûre de ce genre de bestiole. Hein. Donc si on n'a rien senti et qu'on a des doses, comme on dit, des placards qui peuvent faire jusqu'à 20 cm de diamètre, souvent avec comme une petite vésicule au centre qui dit oh là ça s'est infecté, pas du tout. Souvent c'est une vésicule stérile. Ce sont des moustiques. Alors est-ce que c'est allergique ou pas? Ça peut être allergique. Ce sont des moustiques? Non. Ce sont des piqûres de moustiques, enfin des morsures de moustiques. Okay. Donc cet aspect-là est typique de morsure de moustiques, quand on n'a pas senti la piqûre. OK? OK. Alors, parfois c'est des petits placards comme ça, parfois c'est plus, évidemment. C'est gênant, mais c'est pas allergisant. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas allergique. Je dirais que 8 à 9 fois sur 10, ce n'est pas allergique. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Si vraiment c'est quelque chose qui pourrit la vie, encore une fois, avec une échelle de qualité de vie, on arrive à se rendre compte à quel point ça peut pourrir la vie des gens, que quelqu'un, une dame qui a une cheville doublée de volume pendant 8 jours de ses vacances, elle ne peut pas mettre la moindre chaussure parfois pendant 8 jours. Ça peut être vraiment très handicapant. Dans ce cas-là, ça vaut la peine de faire un petit bilan. Il n'y a qu'une seule chose qu'on sait faire pour ça, c'est une prise de sang. Il n'y a plus d'extrait pour test cutané. Donc on peut demander au médecin traitant de faire une prise de sang en demandant s'il y a des anticorps contre la salive de moustique, contre le moustique. Si c'est positif, ça vaut la peine d'en parler avec un allergologue. Il n'y a pas de désensibilisation non plus. La plupart du temps, ce sont des réactions immunitaires qui sont modérées, mais là aussi, il y en a qui sont très très gênés, d'autres pas du tout. On est tous piqués de la même façon par les moustiques. Enfin, on doit dire mordus, hein, on n'est pas piqué. Hein, il n'y a pas de dard chez le moustique. Hein. Enfin, on va dire piqûre de moustique pour simplifier. On est tous piqués de la même façon, mais on ne réagit pas tous de la même façon. Le monsieur qui dit « Ah, c'est toujours tout pour ma femme et moi, j'ai jamais rien », mais non, il est piqué comme madame, mais il ne le sent pas et il ne réagit pas. Ok, ah, c'est bon. En plus, les moustiques sont très attirés par le CO2 et les hommes en émettent plus que les femmes. Donc, les hommes sont normalement plus piqués que les femmes. Mais ils réagissent moins. Mais ils réagissent moins? Oui, en général, oui. Pas de chance. C'est pas tout bon, quoi. C'est pas tout bon, non. Et alors, les autres insectes, évidemment, qu'on parle bourdon, guêpe, évidemment, là, on sait qu'il peut y avoir des allergies, hein, clairement. Voilà. Alors, ce qu'il faut être attentif, quoi. Voilà. Ce qu'il faut retenir peut-être pour ça, c'est que, évidemment, vous êtes piqué par une guêpe, il y a 97 à 98 chances sur 100 que ce soit purement local et qu'il n'y a absolument rien d'autre. Donc, quand même, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Là où il faut commencer à éventuellement s'inquiéter, ou en tout cas penser à consulter, c'est s'il y a une réaction à distance du site de piqûre. Donc, si je suis piqué au doigt et que ça gonfle jusqu'au poignet et même jusqu'au coude, ça reste une réaction locale ou loco-régionale. Ce n'est pas forcément une indication d'allergie, ni de bilan, ni de traitement, ni de désensibilisation. Par contre, si je suis piqué au doigt et que j'ai le visage qui gonfle, ça oui, ça c'est une réaction à distance. Ouais. Si je suis piqué à la paupière et que la moitié de mon visage gonfle, non, c'est local. Bien sûr, si je suis piqué dans la bouche, parce que malheureusement, j'ai bu à une canette, j'ai jamais fait ça en été, boire à une canette opaque. Sont toutes parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Jamais. Toujours verser dans un verre, bien entendu, ou mettre un truc dessus. Oui. Si je suis piqué dans la bouche, là, ça peut être vraiment dangereux pour tout le monde, bien entendu. Évidemment, parce que ça gonfle. Voilà, le gonflement local dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place, ça peut être vraiment dangereux, oui. Alors, chose très étonnante,
c'est parce qu'on en a parlé en préparant l'émission, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre... Parce que voilà, quand on part notamment dans certains pays, on avait parlé des allergies croisées entre certains pollens et certains aliments. Oui. Et vous m'avez dit à ce moment-là qu'il fallait absolument pas mettre sur le corps des crèmes qui contenaient des substances alimentaires. Oui, c'est vrai. Alors qu'on peut en voir... plein, voilà. Alors ça, c'est une notion qui n'est pas si récente. Le masque de concombre, voilà, le yaourt. C'est une notion qui a été vraiment mise en évidence depuis 7, 8, peut-être 10 ans pour le début. C'est que, et on a remarqué ça avec les allergiques à l'arachide. On a remarqué que les pays où il y a beaucoup d'allergiques à l'arachide, c'est souvent des pays où les parents en mangent, comme chez nous. L'enfant n'en mange pas, on dit non, touche pas à ça, mais les parents ne se lavent pas les mains avant de toucher leur enfant. Et un enfant qui a une peau atopique, l'allergie à l'arachide peut passer à travers la peau. Important aussi de savoir ça, du coup, pour les allergies qu'on peut, du coup, activer, en tout cas, voilà, transmettre. Parfois cutanées. Oui. Voilà. En fait, les aliments ne sont pas prévus pour aller sur la peau. Alors l'arachide, ça va vous sembler évident. Enfin, il y a des crèmes à base d'avoine, c'est pas terrible. Il y a la soi-disant huile d'amande douce. Chez les enfants, on le fait énormément, l'huile d'amande douce. Voilà. Eh bien, l'huile d'amande n'a de doux que le nom. Elle n'est pas douce du tout. Alors, il y a les savons et les crèmes au lait d'ânesse ou au lait d'avoine ou au lait de jument. Ça, c'est une catastrophe totale. Pour l'eczéma qu'on utilise notamment. Voilà, catastrophe. Chez les enfants. Ne plus jamais faire, puisque j'ai plusieurs patients qui sont devenus allergiques au cheval comme ça. Voilà. Ben, ça, c'est super important de le dire parce que... Alors, la coco aussi, la noix de coco. Il n'y a pas ça, on utilise moins chez les enfants, mais en tout cas, nous, en tant qu'adultes, effectivement, du lait de coco. Oui, mais le lait de coco. De l'huile de coco. De l'huile de coco, des produits solaires à base de coco, on trouve encore ça. Des gels douche à base de coco. Il faut voir évidemment si c'est du coco synthétique ou du vrai coco. Et dans les produits naturels, on est très heureux de dire que c'est de la vraie huile de coco. Et bien, les seuls que j'ai vus avec des allergies à la noix de coco, c'est des personnes qui s'étaient tartinées le corps avec quelque chose à base de coco. Sinon, dans nos pays, on n'a pas d'allergie à la noix de coco. Donc, les Anglais, ils disent « no food on skin ». C'est plus clair qu'en français. Pas d'aliments sur la peau. Voilà. Aucun. L'avocat, les trucs pareils, tout ça, rien. Pas de trucs d'origine alimentaire sur la peau. Dans la bouche, pas dans la peau. Voilà, super. On a déjà fait... On arrive à la fin de cette heure d'émission. On a dit pas mal de choses, mais peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été abordées, que vous souhaiteriez dire avant qu'on ne rende... J'allais dire rendre l'antenne, mais pas exactement. Pour moi, ça me paraît bien dans le sujet pédiatrie et été. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, oui. Il y a peut-être juste la question de l'asthme qu'on n'a pas du tout abordée, mais c'est pas grave. C'est le fait vrai. Que... Est-ce que avec la chaleur, est-ce que ça empire ? Alors, ça peut empirer, et un peu comme Christine a dit, les différences de température et d'humidité brutale ne sont pas agréables pour les bronches non plus. C'est la même chose, il n'y a pas de porte fermée entre la muqueuse nasale et la muqueuse respiratoire. Donc, les gros contrastes de température, surtout température pour l'été, ne sont pas très favorables. Et surtout, en été, les enfants ont tendance à oublier leur traitement. Oublier de le prendre, et puis ils vont chez les grands-parents une semaine, ils prennent rien, et puis ils sont essoufflés, ils toussent, et on se dit oh mais ça va, il a pris froid. Rien du tout. Il faut vraiment qu'un traitement de fond habituel soit continué pendant l'été aussi. Et on n'a pas non plus dit eczéma, soleil ici, mais plutôt bon, je crois qu'on l'a dit. En général, le soleil fait tout bien à la peau, en tout cas pour l'eczéma, mais pas en excès. Oui, de toute façon, on est bien d'accord, il faut la protéger, mais ça peut. Il n'y a pas d'effet rebond ? D'effet rebond de ça fait du bien au moment où on est... Et puis après, c'est pire, après. Moi, j'observe pas ça. Il faudrait demander à des dermatologues s'ils observent ça. Ce qu'il y a, c'est qu'en automne, il y a la rentrée scolaire, il y a l'humidité qui remonte, etc. Donc, il y a d'autres facteurs qui font qu'en automne... Voilà, tout le stress de tout, des changements liés à la fin des vacances qui font que ça aussi, ce sont des facteurs aggravants pour l'eczéma, oui. Mais on se revoit en automne alors. Exactement. Voilà. Rendez-vous pris. Exactement. Un tout grand merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci aussi. Avec plaisir. Alors, vous nous suiviez effectivement ce soir sur différentes plateformes, notamment Facebook de la clinique Saint-Luc Bouge ou encore de Bouquet. Mais sachez que cette émission, dans quelques jours, sera retransmise en télé. Voilà. Et donc, pour les prochaines émissions, n'hésitez pas aussi à nous suivre et à poser vos questions donc en amont de l'émission, parce que finalement c'est ça aussi le but. Cette émission elle vous appartient et c'est bien de poser des questions aux spécialistes qui seront en plateau. Je vous souhaite un excellent été. Merci beaucoup. À vous aussi, Corinne. Merci et à vous aussi en tout cas un excellent été, car on se retrouvera fin août. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.